Je pourrais répondre de plusieurs manières à cette question. La première, ce serait de parler de l'agence que j'ai maintenant depuis une douzaine d'années avec un associé qui s'appelle Julien Bidal. Donc je pourrais dire j'ai commencé à faire de l'architecture, en tout cas à construire des bâtiments il y a une douzaine d'années. Mais je pourrais dire aussi que j'ai peut-être commencé l'architecture, je suis revenu à l'architecture plutôt à la Villa Médicis quand j'y étais au début des années 2000, parce que j'y suis allé en voulant devenir artiste et qu'au contact des artistes, je suis redevenu architecte. Donc on peut dire que j'ai peut-être commencé l'architecture il y a 20 ans. Et puis on peut peut-être dire aussi que j'ai commencé l'architecture encore avant. Et je pense à un moment important qui était le fait que ma mère m'offrait enfant, alors je ne sais pas exactement dire à quel moment de l'enfance, mais des, des maquettes à construire de l'UNICEF qui s'appelaient les Maisons du Monde et qui sont une entrée, je pense, intéressante dans l'architecture, dans la question de l'architecture. D'abord parce qu'il y avait une dimension de construction, de maquettes, hein, qui était évidemment, dès l'époque, quand on est enfant, évidemment très liée à cette question de l'architecture. Et puis, il y avait une deuxième dimension intéressante dans ces maisons du monde, c'est que dans le fond, elles venaient du monde, c'est-à-dire elles venaient d'ailleurs, elles venaient de l'autre, et qu'il y avait cette dimension de l'altérité qui est aussi très forte, je pense, et très intrinsèque à l'architecture, c'est-à-dire qu'on construit très peu pour soi, on ne construit pas pour soi, on construit peu chez soi, on construit toujours pour un autre ou pour les autres. Finalement, le cosmos est une représentation du monde, en quelque sorte. Si on revient à la définition ou à l'étymologie du terme, le cosmos, c'est le bon ordre, c'est l'ordre de l'univers, c'est-à-dire qu'il y a dès l'origine du mot cette notion d'ordre. Alors, mettre le monde en ordre, c'est évidemment construire cet ordre, et ça c'est le rôle de l'architecte, mais c'est aussi quelque part donner du sens aux choses, à l'univers, à l'environnement dans lequel on vit. Donc quelque part, il y a dans cette notion d'ordre du cosmos, que porte le cosmos en soi, il y a fondamentalement la question de la représentation du monde, et donc quelque part un architecte qui intervient dans le monde, eh bien, il doit s'en faire une représentation, et ça c'est indissociable de l'architecture et du fait de faire de l'architecture. Alors le mot cosmos, il est souvent très lié à l'architecture. Je pense à une exposition récente à la Cité de l'Architecture qui s'appelait Globe, d'un commissaire qui s'appelle Yann Rocher, et qui montrait que finalement les architectures sphériques étaient toujours des représentations du cosmos, de l'univers, et finalement que ces représentations architecturales de l'univers, du cosmos, étaient possiblement de deux manières différentes. Soit on était au centre du cosmos, et donc on était à l'intérieur de la sphère, et donc on était l'homme sous la voûte céleste, en quelque sorte. Soit on était évidemment à l'extérieur, et tout d'un coup on prend à l'extérieur du globe, et à ce moment-là on prend un rôle d'observateur. Et donc ces deux manières de penser le cosmos, soit on est au centre et le cosmos nous entoure, soit au contraire on est un observateur du cosmos, dit beaucoup de cette question de l'architecte qui pense le monde. Voilà. Donc, je pense aussi à un grand architecte allemand qui s'appelle Matthias Oswald Ungers, qui est un grand professeur des années 70, 80, 90, qui est mort à la fin des années 2000, en 2007, et dont la grande exposition monographique, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'importance pour toute une génération d'architectes en Allemagne, et dont l'exposition monographique dans la Neue Nationalgalerie de Berlin en 2006-2007, juste avant sa mort, s'appelait Le cosmos de l'architecture.
Et quelque part, c'est intéressant de parler de Ungers parce que Ungers avait quelque chose, avait un thème qui était précisément la question de l'ordre et la question des règles que se donnent les architectes. C'est une architecture qu'il a construite toute sa vie, souvent à base carrée, par exemple. Voilà. Et quelque part, cette œuvre s'est terminée par cette exposition qui était son propre cosmos, qui était sa propre représentation du monde. Le lien de l'architecture et du cosmos, c'est toujours à la fois une question de représentation du monde et d'un monde assez pris dans sa finitude, un monde clos, comme disait Socrate. Je pense en effet, bien sûr, que l'artiste a ce rôle-là, au sens où, quelque part, son art explique aussi le monde, ou explique la relation du moment au monde. Pour autant, je pense que le travail de l'artiste doit être relativement autonome de la question du moment et de la question en particulier de la pensée politique ou de la pensée sociétale du monde. Voilà. Et c'est sans doute un défaut de l'art contemporain d'être trop proche et trop politisé, au sens, non pas de la politique, mais au sens de la morale. Je pense qu'il est important de pouvoir bien définir la question du beau et la question du bien et la question du bon. Et quelque part, ce n'est pas le rôle de l'artiste de dire le bien ou de dire ce qui est bon. C'est sans doute son rôle d'interroger la question du beau. Alors, pas forcément de faire du beau, mais au moins d'interroger cette question-là. Donc, quelque part, ce faisant, bien sûr, l'artiste est un médiateur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui met de la forme sur une situation, qui produit des formes. Pour autant, ce n'est pas quelqu'un, je pense, qui doit commenter l'actualité. Il doit se situer, son action doit se situer à un autre niveau. Comme architecte, j'ai eu l'occasion et la chance, je dirais, de construire un musée pour un écrivain, un musée d'écrivains. Alors c'était une situation tout à fait particulière parce qu'il s'agissait du musée Arthur Rimbaud à Charleville-Mézières, qui est la ville d'origine de Rimbaud, et que finalement c'est une intervention qu'on a fait dans un bâtiment du XVIIe siècle qui n'avait aucun lien biographique avec le poète. C'est un bâtiment assez monumental, c'est un bâtiment que Rimbaud évidemment a vu, puisqu'il était en face de la maison qu'il habitait, mais ce n'est pas un bâtiment dans lequel il avait un lien, auquel il avait un lien biographique. Voilà. Il s'agissait donc de faire de l'architecture autour d'une présence, autour de la littérature de l'auteur, sans avoir aucune trace de l'auteur, ou très peu, hein, il reste très peu de choses de Rimbaud, et dans un bâtiment dans lequel il n'avait même pas vécu, en réalité. Ce lien entre l'architecture que l'on a construit et cet auteur, finalement, elle s'est passée dans le récit qu'on a imaginé du parcours du visiteur à l'intérieur du bâtiment. Et fondamentalement, sur l'absence de l'auteur. Donc finalement, l'architecture, dans son lien à la littérature, dans ce cas précis, est plutôt une relation finalement d'absence. Alors ça, c'est une première chose. C'est un exemple sur le musée Rimbaud, qui est un exemple intéressant où on a réfléchi à la question de la présence des mots dans l'architecture. Évidemment, la relation entre architecture et littérature peut être beaucoup plus globale. Je pense que l'architecture est aussi une forme de récit. On dit de l'architecture, on dit de la littérature ou de l'art en général que c'est un geste de l'esprit. Moi, c'est ce que je dis toujours à mes étudiants en architecture. Je leur dis, finalement, quel est le geste de l'architecte?
Le geste de l'architecte, ce n'est pas de prendre une pelle et de transformer un tas de sable en béton et de transformer cette boue qu'est le béton en bâtiment. Ce n'est pas ça le travail de l'architecte. Le travail de l'architecte, c'est un geste strictement intellectuel, c'est un geste de l'esprit qui va permettre de déplacer ou de transformer ce tas de sable. Mais quelque part, le corps de l'architecte lui-même est rarement mis à l'épreuve de la construction. Ce n'est pas son rôle. En ce sens, la littérature et l'architecture ont cette chose commune qui est que finalement elles se situent, leur processus de création, leur processus de production se situe dans un univers mental, avant d'être un univers matériel qui serait pour la littérature le livre et qui est pour l'architecture la construction d'un bâtiment, ou si le bâtiment ne se construit pas, la production d'une maquette, par exemple. Pour autant, la question est de savoir, mais finalement, ce geste, de quelle manière il va transformer le monde, enfin le monde au sens l'environnement, à un moment donné, soit dans le cas de l'architecture d'un lieu, soit dans le cas de la littérature d'une société ou d'une collectivité, on va dire. Voilà. Moi, je pense que les deux, finalement, ont aussi ce trait commun d'exister à un moment donné, de paraître à un moment donné, d'apparaître, et à la fois de se situer dans une temporalité qui les dépasse complètement, puisque le livre, comme l'architecture, est censé durer bien au-delà de son auteur. Voilà. Tout ça, ce sont des points communs assez simples, assez évidents. Le sujet le plus compliqué à aborder dans le lien entre architecture et littérature, c'est certainement la question du récit, qui est évidemment assez consubstantielle de la littérature, qui l'est moins et qui l'est beaucoup moins aujourd'hui, je dirais, en tout cas depuis la modernité, à l'architecture, et qui pourtant, dans le fond, je pense, a des similitudes importantes avec le texte. À l'image d'une bibliothèque, je pense qu'un créateur, quel qu'il soit, quel que soit son médium ou son média, mais disons quel que soit son médium, a accès à une bibliothèque, cette bibliothèque, c'est ce dont on hérite, c'est-à-dire c'est ce qui a été fait avant soi, avant nous, et qui est une source infinie à la fois de connaissances, d'inspiration. Évidemment, la question est assez importante de savoir qu'est-ce que l'on fait de cet héritage et qu'est-ce que l'on en fait à un moment donné qui est celui dans lequel on vit. Voilà. Cette bibliothèque dont je parle, c'est pas seulement la bibliothèque pour les écrivains, la bibliothèque de livres pour les écrivains, c'est évidemment une bibliothèque qui prend en charge, qui est la bibliothèque de tous les arts, en quelque sorte. Donc, quelque part, on hérite à la fois de sa discipline, mais on hérite aussi de tout ce qui fait la culture. Voilà. Ça, c'est une première chose. Et puis, une deuxième chose, c'est qu'on est toujours le contemporain de quelque chose qui est en train d'être fait. Et je pense qu'il y a peu d'artistes qui ne s'intéressent qu'à leur propre discipline. Donc, je pense qu'évidemment, le lien entre la création, quelle que soit la discipline, et ce qui se fait à un moment donné, est tout aussi importante que cette relation entre ce que l'on fait et ce dont on hérite. On dit souvent que l'architecture était l'enfance de l'art. C'est sans doute assurément un des arts les plus anciens, puisque c'est celui qui est fait pour abriter les hommes. Et donc, quelque part, c'est sans doute un des premiers gestes de construction ou d'écriture du monde qu'ont fait les humains, c'est-à-dire de se construire un abri pour y vivre, pour se protéger de la violence de l'environnement. À l'autre extrémité du spectre,
Il y a une phrase de Gaston Bachelard que j'aime beaucoup, qui parle du logement et qui dit finalement construire un logement, c'est abriter la rêverie. Je pense que l'architecture est faite pour cela, c'est-à-dire qu'à la fois elle est un abri, une protection, mais c'est aussi quelque part quelque chose, un contenant qui doit contenir finalement la liberté de ses usagers, et en particulier la liberté de se cultiver et de rêver. Moi, je distingue souvent beaucoup. J'ai la chance de connaître un certain nombre d'artistes et de les voir pratiquer leur art. Et plus ça va, et plus j'ai envie de distinguer ce qui est de l'ordre de la pratique des artistes, et dans laquelle moi j'ai une grande foi, j'ai une grande croyance, parce qu'un artiste dans son atelier, ou quelle que soit la forme de l'atelier, en fait c'est quelqu'un qui est devant une œuvre qu'il fabrique, qui peut parfois se perdre, qui peut parfois s'arrêter, mais qui est quelque chose qui a beaucoup de sens en réalité. Voilà. Donc quelque part, moi j'ai beaucoup de respect pour les artistes contemporains, euh, voilà, qui sont confrontés à cette éternelle question de la création. Il y a une deuxième dimension dans l'art contemporain qui est précisément ce que cette appellation signifie aujourd'hui, c'est-à-dire un marché, une scène, une société, et qui, elle, a peu de choses à voir avec cette création. Donc, je m'en méfie, je me méfie de ces discours préconçus, on va dire, mais cela ne m'empêche pas d'aimer les artistes et d'avoir une vraie curiosité pour ce qu'ils font. C'est vrai que je suis nourri de cet héritage dont on parlait et de cette création d'aujourd'hui, assurément, quelles qu'en soient les disciplines, encore une fois, les champs disciplinaires. Et pour autant, je m'intéresse, c'est vrai, ou en tout cas les figures qui me nourrissent beaucoup, sont des figures d'architectes, mais d'architectes de l'histoire, c'est-à-dire d'architectes qui ont construit en particulier au XVIIIe et au XVIIe, au XVIIIe et au XIXe siècle. C'est cette question véritablement de l'héritage qui est très importante, c'est-à-dire d'où l'on vient en réalité. Et je pense, alors Madame de Maintenon a évidemment vécu dans une époque de l'architecture que l'on dirait classique. Il se trouve que l'architecture classique française, l'architecture néoclassique à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, est sans aucun doute une source d'inspiration pour moi. Alors ça peut paraître paradoxal pour un architecte qui construit aujourd'hui, mais je pense que précisément dans finalement ce qu'a porté comme valeur, comme problématique l'architecture de cette époque-là, finalement ce sont des problématiques qui sont aujourd'hui peut-être plus encore que hier d'actualité.